Bonsoir à tous. Je vais vous dire quelques petits mots d'introduction rapide. Déjà pour vous dire que je suis évidemment très heureux de vous accueillir ce soir dans l'espace de la Fondation EDF. C'est un espace qui, depuis un peu plus d'un an maintenant, accueille chaque mois des personnalités du monde politique, économique, social, culturel, intellectuel, pour traiter des grands enjeux auxquels le monde contemporain est confronté aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir et je vous remercie pour votre présence très nombreuse, une présence qui est certainement due au privilège que nous avons d'accueillir ce soir Martin Hirsch parmi nous, qui vient nous parler de civisme, qui vient nous parler d'engagement. Martin Hirsch, je le rappelle brièvement, c'est évidemment l'ancien président d'Emmaüs, c'est un ancien ministre, ou en tout cas ancien haut-commissaire, comme on le dit, qui est actuellement le directeur général de la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et qui est encore le président de l'Institut du service civique, dont je salue les représentants qui sont ce soir dans la salle. Le service civique, vous le savez, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, que Martin Hirsch a mis en place dans sa forme actuelle. C'est un moyen qui permet aux jeunes de s'engager, il va vous en parler, et dont le président de la République a considéré il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il était un moyen qu'il fallait encourager et auquel nous devions donner un nouvel élan évidemment en termes de moyens, mais aussi en termes d'ambition. Puis recevoir Martin Hirsch ce soir, en ce début d'année 2015, pour parler d'engagement, c'est évidemment aussi faire état et écho de la manifestation, de la mobilisation des Français qui a eu lieu en ce début d'année 2015 à la suite des attentats terroristes dont notre pays a été la victime. Les Français se sont mobilisés, les Français s'engagent et ils l'ont témoigné dans la rue pour porter des messages, des convictions, des valeurs, et c'est ce qui fait aussi toute l'actualité de notre rencontre ce soir. Donc Martin Hirsch, merci d'être là ce soir. On vient vous entendre parler de civisme, de citoyenneté, de jeunesse, d'engagement, dans un dialogue que nous espérons constructif avec Olivier Poivre d'Arvor de France Culture, que je remercie évidemment aussi d'être là parmi nous ce soir. Olivier Poivre d'Arvor, c'est un ami de la Fondation EDF et il animera cet échange avec, je le sais, beaucoup de professionnalisme. Merci à vous deux et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici ce soir. Le mois dernier, c'était avec Agnès B que je m'entretenais. C'était beaucoup plus difficile parce que on va voir. Ouais. Mais il y a quand même une forme de conflit d'intérêt puisque j'ai déjà interrogé Martin Hirsch et qui est un ami en plus. Donc je sais que le conflit d'intérêt, c'est un sujet qui vous intéresse puisque vous lui avez dédié un livre en 2010. Mais je vais peut-être commencer par une petite devinette, Martin, parce que je crois que vous lisez des livres beaucoup, que vous fréquentez même des gens dans votre vie privée qui s'intéressent à la littérature, que je salue ici. Est-ce que vous savez qui a écrit « Si tout homme », vous qui avez dit parfois que vous aviez un peu de candeur dans vos engagements, enfin au meilleur sens du terme, est-ce que vous savez qui a écrit « Si tout homme avait la possibilité d'assassiner clandestinement et à distance, l'humanité disparaîtrait en quelques minutes ». Olivier Poivre d'Arvor? Non. Mais il est là quand même. Je lui donne ma main gauche. C'est un écrivain qui est là dans cette salle. Voilà. Non, c'est un écrivain qui est là dans cette salle, mais je ne le nommerai pas. Mais c'est quand même une citation qui nous vient de... Est-ce qu'il s'en souvient? Je sais pas. Voilà. C'est vous, monsieur. Et vous pensez pas ça. Vous pensez que le monde est doux, que les gens vont s'engager, que les jeunes vont se mobiliser. Vous avez une sorte d'optimisme que rien, ni même la politique, ni même la fréquentation des puissants n'arrive à déconcerter? Pas tout à fait, en fait. D'abord, bonsoir. Donc, l'écrivain dont on parlait, c'est Milan Kundera qui a fait l'amitié d'être là et qui a prononcé cette belle phrase. Pas tout à fait. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent que l'homme est naturellement bon jusqu'à la fin de ses jours et spontanément bon. Je pense en revanche, je vais faire du psychologisme de bas étage. Je pense qu'on est tous êtres humains avec un conflit perpétuel entre les bonnes intentions et les mauvaises intentions, entre la bonté et la méchanceté, entre la perversité et la générosité, et que du coup
l'éducation, la société peuvent avoir un impact et que le rôle de l'éducation et le rôle de la société et le rôle des régulateurs de la société, c'est d'essayer d'éteindre le plus possible les effets pervers et de cultiver le mieux possible les côtés de générosité. Tout ça est assez banal, mais que je trouve assez bien appliqué dans ce qu'on voit aux différents âges de la vie. Et que notamment, ce qui m'a beaucoup motivé quand on a créé le service civique il y a quelques années, c'était qu'effectivement, on se trouvait face à une génération de jeunes, même qu'on peut commencer dans la préadolescence, qui avaient chez beaucoup d'entre eux une envie de faire le bien, considérée par la société comme une naïveté qu'il fallait combattre. Et donc un jeune qui dit mon envie est de changer le monde, d'aider les pays où ça va mal, ou d'aller m'engager le soir pour aider les sans domicile fixe, etc., etc., pouvait être au mieux considéré comme sympathique, mais ça allait lui passer. Et la société et le système éducatif allaient l'aider à se débarrasser de cette mauvaise naïveté. Et je suis persuadé que, au contraire, le système éducatif, le système social peut aider à conforter ces sentiments-là, et que rien n'est pire que lorsqu'au contraire on appuie là où ça va faire mal. Et on sait appuyer là où ça va faire mal. Et moi j'étais confronté à ça souvent. Il y a un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Quand je m'occupais d'Emmaüs, on a eu un moment, un terrible incendie dans le 13e arrondissement où un immeuble a brûlé et des familles entières sont mortes. Et dans le métro, après, il y a des gens qui m'abordaient, qui m'avaient vu à la télé et qui me disaient nous, on adorait Emmaüs, on adore Emmaüs, mais on ne savait pas que vous vous occupiez des Noirs. » Alors, on va arriver à vous, justement. Enfin, même, on va partir avec vous. Parce que vous parliez de ces jeunes-là, mais il vous est arrivé d'être jeune. Et ça aurait pu mal se passer pour vous. Quand vous aviez tout contre vous, vous avez fait l'ENA. C'est un très très mauvais début quand même pour aimer les gens, s'occuper des autres, des démunis. Votre père, très respectable, hein, était directeur de l'École nationale des ponts et des chaussées. Votre grand-père était commissaire général au plan. Une histoire comme ça familiale prestigieuse, mais chargée. Et vous entrez au Conseil d'État. Alors ça, c'est un très mauvais début. Maître de requête, conseil juridique. Et tout d'un coup, là, on sent... Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune énarque qui fait que vous allez plutôt vous intéresser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et puis vous retrouvez au ministère de la Santé, que faire de l'argent, en gros, par exemple. Pourquoi vous, d'une famille apparemment quand même qui vous a apporté une éducation solide, un peu classique, tout d'un coup vous vous intéressez à un autre domaine et qui, c'est la ligne rouge et la belle ligne rouge de toute votre carrière, comme votre cravate, qui, dans le fond, trace un portrait à la fois d'un très haut fonctionnaire, mais extrêmement atypique, et qui va fréquenter des zones dangereuses, celles de la politique, dont vous vous sortez assez bien, parce que vous ne pouvez même pas dire j'étais ministre sous Sarkozy, puisque vous n'avez pas été ministre, donc, et qui va créer sa propre maison avec l'agence du service civique, et qui va se retrouver aujourd'hui patron du plus grand CHU d'Europe, à savoir l'assistance publique. Qu'est-ce qui fait qu'à 20-25 ans, vous avez une éducation religieuse? Il y a quelque chose qui vous a amené à ça? Non, moi je suis d'un atypisme assez répandu et assez typique. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir effectivement pas trop dévier des choses qui me passionnaient et qui continuent à me passionner. Et en fait, le portrait des jeunes que je faisais tout à l'heure, que je dressais tout à l'heure, est assez proche
du portrait de beaucoup de jeunes, dont celui que j'étais à 17 ans. Et à 17 ans, j'avais envie de un truc assez simple, qui était de sauver le monde. Pourquoi? Mais c'est assez typique. Il y a beaucoup de gens qui veulent sauver le monde, et tant mieux. Il y avait des gens dans votre famille qui vous avaient... Je reviendrai à la famille dans 2 secondes. Mais non, je ne sais pas si c'est lié à la famille. C'est lié, je pense, à quelque chose, encore une fois, qui est plus répandu qu'on ne le pense. En tout cas, moi, je rencontre beaucoup de gens. Voilà, alors, je m'étais dit quel est le meilleur moyen de sauver le monde, qui est quand même pas une affaire très simple. Et on le voit aujourd'hui, je pense qu'on en reparlera. Il n'est pas si simple à sauver. Donc, plutôt que de sauver complètement le monde, on peut se dire on va sauver des vies. Et donc je me suis dit je vais devenir médecin. Alors comme j'étais quand même très ambitieux, je me suis dit le matin je serais médecin à au moins essayer de soigner quelqu'un, et l'après-midi j'irai dans un laboratoire et j'inventerai le vaccin qui traitera la maladie la pire, etc. Oui, ce qu'il faut le rappeler, vous avez fait de la biologie. Et donc j'ai commencé par faire de la médecine et de la biologie. Hein. Et là j'ai eu la lucidité. Je le dis c'est pas par coquetterie, c'est juste la lucidité de m'apercevoir que je serais pas bon, qu'en fait je risquais plutôt d'aggraver les maladies que de les soigner. J'étais pas doué, je me gourais dans les diagnostics. Vous avez quand même fait un DEA de neurologie. Oui, mais ça j'arrivais à apprendre les trucs. J'étais très bon élève. Il n'y avait pas de problème du côté bon élève. Mais côté pouvoir mettre ensemble l'ensemble des éléments pour faire un diagnostic sûr. Voilà, quand une dame avait un gros ventre, le dernier truc auquel je pensais, c'est qu'elle pouvait être enceinte. Et je pensais avant à 4 ou 5 trucs hyper compliqués, etc., etc. Voilà. Et en recherche, j'ai une admiration folle pour les chercheurs. J'ai essayé de faire de la recherche, mais on mesurait des trucs, des petites substances dans les cerveaux des rats, et on mettait les points sur une courbe, et puis de temps en temps il y avait un point qui dépassait de la courbe. Alors un vrai chercheur se dit ce point qui dépasse de la courbe explique peut-être un phénomène extraordinaire à ceux qui découvrent la pénicilline parce qu'il y a une boîte qui pousse, etc. Et moi je me disais si mon chef me regarde pas, je vais gommer le point et je vais le remettre sur la courbe, et comme ça on me posera pas de questions et ça ira plus vite. Voilà, parce que j'avais une tolérance à la frustration nulle. Voilà. Donc ayant fait ce raisonnement-là, je me suis dit, puisque cette porte m'est fermée, c'est pas moi qui découvrirai le vaccin qui sauve le monde et c'est pas moi qui sauverai des vies. Du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser cette envie pour la mettre dans un endroit dans lequel on peut éventuellement arriver à avoir un peu d'impact. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit que, à défaut de pouvoir soigner les gens, je pouvais aider les gens à les soigner et à m'intéresser au système de santé, qui m'a conduit à mon boulot actuel. D'une carrière administrative, en tout cas parce que vous avez, je crois, très tôt dirigé en 95, il y a 20 ans, l'agence de la pharmacie centrale, ça? Oui, donc j'ai passé ma vie... Mais vous aimez bien vous taper ces gros... Au service de l'État, au service de l'intérêt général. Alors ça, vous remontiez ensuite aux générations précédentes. C'est vrai que je viens d'une famille dans laquelle la question de servir l'intérêt général se posait peu, puisque ça allait quasiment de soi, et qui m'a conduit à pas trouver du tout être déviant d'aller dans la fonction publique, dans l'administration, dans l'intérêt général, etc. À une époque assez sereine, alors que pour les générations précédentes, ça s'était posé dans des questions, dans des conditions un peu plus difficiles, ou nettement plus difficiles, puisque c'était des moments intimement liés. Mon grand-père est devenu haut fonctionnaire parce qu'il est parti le 18 juin 40 et qu'il est allé à Londres avec De Gaulle, Jean Monnet, et qu'ensuite il n'a plus quitté le même projet qui était de construire l'Europe après avoir vu la plus grande partie de sa famille être décimée pendant la guerre. Et mon père l'a fait en s'engageant à 16 ans dans la résistance, etc. Et donc le rapport avec l'ENA, je boucle sur la chose, c'est qu'effectivement une histoire que Olivier connaît, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que elle a conduit à ce que j'en fasse un livre. Un très beau livre. Quand j'ai été reçu à l'ENA, normalement les parents félicitent. Moi, mon père m'a engueulé en me disant attention, c'est vraiment des gens qui ont tous la grosse tête. Et toi, tu
à une présupposition. Voilà, tu peux l'avoir assez facilement. Et donc, je suis pas sûr que tu résistes à toutes les tentations qui vont t'être offertes. Les gens qui vont te faire des courbettes, etc., etc. Et du coup, tu peux te retrouver dans un univers complètement clos, dont tu ne te rendras même plus compte qu'il est clos. Tu auras l'impression de remplir ta vie dans un univers vide. À faire des notes administratives, etc., à discuter entre gens de la même école, etc., etc. Et donc, il m'a mis en garde contre cela de manière assez énergique dans une lettre qu'il a écrite et qui se trouve avoir été la dernière lettre qu'il m'a écrite puisqu'il est mort juste quelques mois après. Et cette lettre, je l'ai gardée comme un viatique dont je pense qu'elle fait partie, c'est pas des lettres écrites au hasard, fait partie des choses qui ont essayé de me mettre en garde de tentations auxquelles on essaye de résister le plus longtemps possible. Je redis encore. Le livre s'appelle La lettre perdue. Le livre s'appelle La lettre perdue. Et quand je disais tout à l'heure que cet atypisme est assez typique, on parlera tout à l'heure des jeunes qui font le service civique et puis après le service civique font l'Institut du service civique. J'ai écrit ce livre en disant mais c'est quand même merveilleux d'être le seul qui a un père qui a écrit cette lettre-là, etc., etc., etc. Et puis en fait, j'ai vu beaucoup de jeunes qui, quand on leur demandait qu'est-ce qui vous guide dans la vie, disaient des choses qui étaient d'une banalité aussi affligeante que la mienne. Et donc aussi belle que la mienne, aussi banale ou aussi belle. De dire, j'ai envie de servir l'intérêt général, de rendre quelque chose, de créer une association, de monter un projet, parce que j'ai vu ma maman qui se sacrifiait pour que je puisse faire mes études alors qu'elle devait, etc., etc. Parce que j'ai vu le modèle. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on peut avoir des modèles près de chez soi, loin de chez soi, etc., et qui peuvent vous tirer vers le haut. Et notre responsabilité à nous autres, qui soit écrivons des livres, soit dirigeons des choses, soit organisons des émissions, soit montons des projets, je pense que c'est effectivement d'essayer de donner des pistes, donner des voies, donner des modèles, donner des motivations, donner des envies de se dépasser, des envies d'aider la société à être dans un meilleur état que celui dans lequel elle est aujourd'hui. Et c'est une de nos responsabilités, qui peut être notre responsabilité principale ou notre responsabilité périphérique, mais une responsabilité dont on ne doit jamais se détacher. Et alors, est-ce que vous pensez que pour arriver, on va en parler dans la deuxième partie de cette question de service civique, mais pour arriver à vos fins, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, encore, votre itinéraire aurait un sens pour un jeune, c'est-à-dire quand même flirter un peu avec sinon la politique, mais les politiques, puisque en 95 jusqu'à 97 jusqu'à 99, vous allez quand même les fréquenter, ces gros bestiaux-là. D'abord Kouchner, puis Martine Aubry comme directeur de cabinet, puis après comme conseiller de Martine Aubry qui est ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Vous avez appris quelque chose qui vous a permis après de faire avancer vos sujets, vos dossiers dans cette fréquentation des politiques? Alors, oui, j'ai appris des tas de choses. Les politiques, quand on est haut fonctionnaire, on les fréquente pas mal. Mais votre destin n'a jamais complètement dépendu d'eux. Hein. Vous avez toujours réussi à ne pas être soumis. Je vais vous raconter comment je me suis retrouvé là-dedans. C'est assez simple. Mon premier travail était au Conseil d'État où je faisais du droit. Et un jour, on m'a dit, il y a un ministre qui cherche un conseiller juridique pour écrire quelque chose sur... C'était après le scandale de l'Arc. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale de l'Arc. Pour écrire un bout de loi qui mette les associations sous contrôle de la Cour des comptes, d'un comité de la charte, etc., pour éviter qu'il y ait de nouveaux Creutzmarie. Vous avez été vice-président de l'Arc après. Hein, et ensuite, j'ai été vice-président de l'Arc quelques années après, au moment où elle est revenue sur les rails. Et ce ministre qui cherchait à faire ça, c'était Kouchner. Et donc, je me suis retrouvé face à Kouchner, que je connaissais pas du tout, j'avais pas la télé déjà. Et donc, je me suis retrouvé face à Kouchner, qui m'a expliqué comment on allait sauver le monde ensemble. Il s'en foutait des 3 articles, 3 lignes qu'il fallait que j'écrive, mais il m'a expliqué qu'une fois qu'on aurait fait ça, on irait sauver l'Éthiopie, on irait sauver le truc, etc. C'était assez fascinant, quoi. Ça faisait assez rêver par rapport au discours un peu convenu.
Et donc je me suis retrouvé fasciné par ce personnage qui du coup recevait 3 coups de téléphone de travers le monde, de type qui lui demandait d'aller retourner au Kurdistan, etc. Quand on a 22 ou 23 ans, c'est assez fascinant. Et puis en même temps, il y avait un petit boulot à faire qui consistait effectivement à faire le texte qui contrôle les associations, qui était aussi assez intéressant à réaliser. Et du coup, on s'est disputé parce qu'on n'avait pas exactement le même caractère, et disputer, ça peut créer des liens. Et quand il est devenu ministre de la Santé, il m'a demandé de venir travailler à ses côtés. Voilà, donc c'était pas la question de la politique, c'était une question d'un personnage assez intéressant, assez ambivalent comme d'autres. L'ambivalence des personnages existe, et avec lequel il y avait la possibilité de faire des choses qui étaient un peu en dehors des sentiers battus ou moins conventionnels que ce qu'on fait d'habitude. Et qui m'a appris à faire des choses en bousculant. Et c'est pour ça que mon rapport à la politique, c'est pas un rapport de savoir, je vais y revenir, mais quelle étiquette on a. On est directeur de cabinet d'un ministre qui s'appelle Bernard Kouchner, qui vous explique il y a 20 ans qu'il doit partir comme ministre à Abidjan pour la grande conférence mondiale contre le sida, et auquel on prépare un discours et on lui donne un discours à tenir à la conférence mondiale sur le sida. Et qui renvoie le discours en disant votre discours est nul, c'est du blabla, ça n'a aucun intérêt. Il y a un seul paragraphe à mettre, merci de me l'écrire, qui consiste à dire les malades sont au sud, les médicaments sont au nord, nous allons créer un fonds de solidarité thérapeutique pour forcer les pays riches et l'industrie pharmaceutique riche à mettre à disposition pour pas cher ces médicaments dans les pays qui en ont besoin. Et d'être le techno qui dit mais attendez, c'est totalement irréaliste, ça va jamais se faire, ne le mettons pas, et que le ministre réponde va te faire foutre. Ouais. C'est ça ce que j'ai à dire, le reste je m'en tape. Et donc qu'on lui dise oulala, mais il faut peut-être demander l'accord du Premier ministre, de machin, faire des réunions interministérielles pour vérifier qu'on peut prononcer cette phrase, et il redit va te faire foutre. Je le dirai, s'ils sont pas contents, c'est le même prix. Et donc il a prononcé ce discours, donc c'était le 4 décembre 1996 à Abidjan, et il est revenu, et la semaine d'après, il y avait le ministre de la Santé, la ministre de la Santé marocaine, etc., à dire, le président Vibacher, le type qui était parti de Sanofi et qui à l'époque était dans un laboratoire, en disant maintenant comment on s'y met, et comment on fait pour démarrer ce projet-là. Et ce projet-là est quand même la base de ce qui est devenu le Fonds mondial contre le sida, et le fait que depuis 2 ans, pour la première fois, on arrive à soigner plus de patients, y compris dans des pays pour lesquels la question de système de santé était une question totalement abstraite. Donc le rapport à la politique, il est juste là. Il est de savoir à quel moment et dans quelles conditions et comment est-ce que on peut essayer de faire en sorte qu'une idée qu'on a, qu'une idée qu'on partage avec d'autres, peut devenir un projet. Et là, ça, il y a différents moyens de le faire. Et parfois, l'incursion ou le lien avec l'univers politique est utile pour le faire. Alors ensuite, du coup, il y a des gens pour lesquels c'est un univers qui convient parfaitement et qui peuvent se plonger dedans. Et il y en a d'autres dont je suis, et je pense qu'encore une fois, on est aussi assez nombreux à avoir ce rapport-là à la politique, de considérer que de se couper de tout lien, tout contact, voire toute responsabilité dans le domaine politique et juste couper ses propres projets de l'opportunité de pouvoir grandir, et donc il faut essayer de le faire, mais que sans passer à perdre son indépendance et à devenir attaché et à faire en sorte qu'à la fin, sa propre carrière, sa propre élection, etc., soit liée et devienne prépondérante par rapport au projet dont on parle. Voilà, ce qui m'a conduit à jamais mettre les 2 pieds dedans. Et voilà. Mais ce qui est encore une fois fréquent et à la portée de
nous tous. Alors on voit les années d'apprentissage du saint laïc que vous allez devenir à partir de 2002 en retrouvant Emmaüs. Vous devenez directeur général de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments. Vous êtes administrateur de l'Agence européenne des médicaments. Donc on voit, vous avez écrit très tôt des livres sur les enjeux de la protection sociale. Et puis ce qui vous rend quand même aux yeux, je pense, des Français, qui fait que vous êtes perçu comme un être éminemment sympathique, ce que vous êtes, je peux en témoigner dans le privé aussi, c'est Emmaüs. Parce que là, vous devenez ce saint laïc, c'est-à-dire que vous rencontrez le Français le plus populaire, peut-être aujourd'hui encore dans la mémoire de nombreux d'entre nous, et pendant 5 ans, vous avez été président d'abord de l'Union centrale des communautés pendant Emmaüs. 13 ans en fait. Voilà, 13 ans ça, et vous allez devenir le patron Emmaüs France de mai 2002 à mai 2007, et puis cette relation très forte avec l'abbé Pierre vous a amené à évidemment écrire des livres avec lui, le manifeste contre la pauvreté en héritage, récemment, mais sans lui évidemment cela devient cher d'être pauvre, et vous dites que là à ce moment-là vous voulez combattre l'injustice avec fougue et ce brin de candeur dont je parlais au début. Donc ces 5 années, là pour le coup vous les vivez entièrement avec Emmaüs. Non, moi, je suis resté 13 ans à Emmaüs, dont 5 ans comme président, à chaque fois comme bénévole à côté de mon boulot. Et ma rencontre avec Emmaüs n'a pas du tout commencé avec l'abbé Pierre, elle a commencé par des gens d'Emmaüs qui cherchaient un bon techno capable de les aider à organiser les choses, à éventuellement écrire un petit texte de loi pour protéger Emmaüs qui était fragile, à faire des choses comme cela. Et dans le mouvement Emmaüs, où ils savaient faire 1 milliard de choses que je ne sais pas faire, mais il y avait à cette époque-là personne qui savait écrire des textes, faire le travail de technocrate. Donc ils sont allés chercher un technocrate. Et le technocrate, par des hasards de rencontres assez bizarroïdes, c'est tombé sur moi. Et il se trouve, et c'est ça ce que je conseille, plutôt que d'aller regarder les textes fondateurs d'Emmaüs, les tonnes de bouquins qui sont écrits sur ce truc-là, etc., ils m'ont emmené dans un centre Emmaüs. Et donc j'ai découvert, il y a donc une vingtaine d'années, je connaissais vaguement, mais j'ai découvert comment ça se passait, un centre Emmaüs où on accueille des gens qui ont été à la rue, qui ont souvent eu des problèmes de toutes sortes, soit de contravention à la légalité marquée, pour être pudique, soit d'alcool, etc., quoi, toute une série de problèmes, et auxquels un mouvement organisé a réussi à faire vivre un principe alors encore plus naïf que les nôtres, qui était le principe légendaire de l'abbé Pierre. Je vous rappelle, la fondation d'Emmaüs, c'est la légende, elle est quasi vraie, en tout cas lui l'a considérée comme vraie, qui est je rencontre un ex-bagnard qui veut se jeter dans l'eau pour se suicider, et que je vois sur un pont avec une pierre autour du cou, quoi. J'y étais pas, hein, mais voilà, c'est tellement bien qu'on a envie d'imaginer que c'était complètement vrai. Donc, qui va se jeter dans l'eau, et l'abbé Pierre lui dit non, arrête. Et Georges, le bagnard, lui dit mais qu'est-ce que tu peux me donner pour éviter que je... Hein. Et l'abbé Pierre, dans sa présence d'esprit immédiate, lui dit je n'ai rien à te donner, mais toi tu peux me donner quelque chose, tu vas m'aider. Voilà. Truc légendaire, mais peut-être vrai, peut-être pas vrai, peu importe. Parce que ce qui importe, c'est que cette geste est devenu un geste multiplié par beaucoup de monde, qui est le principe d'aller chercher et de proposer à des personnes qui n'ont aucune rentabilité dans la société, pour lesquelles toutes les portes sont fermées, personne ne va les embaucher, personne ne va leur proposer un logement, personne ne va leur proposer d'être membre d'un groupe, d'un club, d'un ceci, d'un cela, etc. Tout le monde va, quelques-uns vont leur donner des pièces ou des sandwichs, etc. Et le mouvement Emmaüs s'est organisé pour qu'il devienne, entre guillemets, rentable, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une activité économique. Je résiste pas, vous la connaissez par cœur, mais elle est quand même assez amusante, la manière dont l'abbé a organisé cette activité économique, qu'il avait commencé à Emmaüs, il était
comme d'autres, assez fougueux et irresponsable. Donc il fait le truc en donnant au début sa solde de député, puis il se fait battre aux élections. Lui, avait fait de la politique partisane au MRP. Il se fait battre aux élections, donc il a plus d'argent pour soutenir les quelques types qu'il avait mis dans une maison à Neuilly-Plaisance. Et il avait le sens de la communication, comme vous le savez. Donc il se dit, je vais faire une opération d'éclat de com. Et il s'assied devant l'Assemblée nationale, par terre, dans la rue, prend son béret, l'utilise comme sibylle et attend que les gens lui donnent de l'argent. Et là, un clochard passe, le reconnaît et lui dit « Mais mon père, qu'est-ce que vous faites ?»« Je mendie, j'ai besoin d'argent. »« Mais mendier, c'est indigne. »« Oui, mais j'ai bien besoin d'argent. »« Mais non, mon père, c'est indigne de mendier. T'as un autre moyen. Mais bien évidemment, va faire la bif. Venez faire la bif. C'est-à-dire, venez fouiller dans les poubelles pour récupérer des choses qui ont une valeur méconnue et qu'on peut réparer, revendre, etc. Et donc c'est comme ça que se crée ce modèle économique qui, à l'époque où je suis arrivé chez Emmaüs, donc il y a une vingtaine d'années, faisait vivre des dizaines de milliers de personnes dans un système dans lequel s'était organisé toute une série de règles pour que ça soit viable, en marge de la société classique, en marge du droit. Et donc quand vous avez 23, 24 ou 25 ans et que vous découvrez cet univers et que vous découvrez cette capacité finalement de faire rimer une solidarité comme personne ne l'a fait vivre, mais avec un souci d'autonomie, c'est-à-dire d'être dépendant. On rend service en débarrassant les personnes de leurs vieux objets. On ne vient pas leur tendre la main pour qu'ils vous donnent de l'argent, mais on construit sa propre activité. On se dit juste c'est fabuleux, c'est extraordinaire et on a envie d'y participer. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis trouvé plongé là-dedans. De cette anecdote, finalement, peut-être il faut tirer une leçon, c'est que vous-même, vous avez réussi à créer votre propre activité. Parce que, donc, Emmaüs, on ne va pas revenir dessus, c'est une grande histoire, mais vous créez, ou je me trompe, quelque chose qui n'existait pas, bon, d'abord l'agence du service civique, mais avant, ce haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté et la jeunesse. Ça, c'est votre invention pure et simple, mais comment vous avez réussi à créer ça en quelques jours, j'imagine, à partir du moment où Nicolas Sarkozy se dit c'est quand même bien d'avoir un peu des gens de gauche et puis d'ouvrir un peu, donc on va inviter, et voilà, Kouchner qui arrive. Et comment vous inventez cette chose-là qui est très atypique quand même dans l'État? Par énervement. Vous voulez pas être ministre, tout le monde a envie d'être ministre, vous n'avez pas envie, et vous l'êtes haut commissaire, ne relevant dans le fond péché d'orgueil que du Premier ministre, hein, ou même du président lui-même, et vous inventez un objet très atypique pour l'État. Ben, en fait, comme je le disais, par énervement. En fait, ce n'est pas jailli comme ça. Tout se tient. C'est-à-dire que à Emmaüs, on voit une certaine manière de faire travailler des gens en difficulté, et on y apprend quelque chose que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, qui savent que aider des gens vulnérables, ça ne se fait pas en essayant de tronçonner leurs problèmes, en disant bah, voilà, si vous prenez quelqu'un en grande difficulté, qui est à la fois surendetté, avec une mauvaise santé, des problèmes d'addiction, pas de logement, pas d'emploi, pas de formation, pas de réseau. Alors, il y a une manière qui consiste à dire la première année, on va s'occuper de la santé, la deuxième année du logement, la troisième année de son surendettement, la quatrième année de sa formation, la cinquième année de son emploi, etc. Vous êtes sûr que ça ne marche pas. Et toute la société est structurée pour répondre de cette manière aussi séquentielle. C'est comme si un médecin interniste vous disait vous allez passer la première année, je vais regarder votre foie, la deuxième année, je vous regarderai la rate, la troisième année, on fera le poumon, la quatrième année, on vous fera les os, etc. Et puis ensuite, on fera une petite synthèse et vous irez bien mieux. A priori, vous irez pas bien mieux. Donc si vous venez dans nos hôpitaux, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Ayant vu ça, je vous racontais cette petite histoire d'Emmaüs, qui est quand même une petite chose dans le grand univers, et je me disais, mais comment ça se fait qu'avec peu de moyens, on arrive à aider
un nombre assez important de personnes. Et pourquoi est-ce que la société, qui a plein de moyens, qui a plein de milliards, qui a plein de services publics, qui a plein de lois, de systèmes, etc., n'est pas capable de contenir la misère, la vulnérabilité qui, après avoir été à sa périphérie, est à son centre. Et donc, comme il m'arrivait d'exprimer publiquement cette frustration, il y a un moment, on m'a demandé d'écrire, je vous épargne les détails, mais finalement de dire, si vous avez des solutions, proposez-nous des solutions. Et vous aviez déjà aussi créé, un peu avant, l'Agence Nouvelle des Solidarités. Alors, je vais vous le séquencer en 2 secondes. Donc, à Emmaüs, on me demande d'écrire un rapport sur les problèmes de pauvreté. Et on passe 3 mois fabuleux, c'était il y a 10 ans jour pour jour, 3 mois fabuleux avec des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, etc., des économistes. Et on se dit quelles sont les solutions qu'on a envie de porter. Et donc on a écrit, on a fait toute une série de propositions. Il y avait déjà l'idée que le service civique pouvait aider les jeunes, il y avait l'idée du revenu de solidarité active, etc. Il y avait le service civil à l'époque, non? Exactement. Que Chirac donc, avait... On met toutes ces idées-là dans un rapport. Et on rend ce rapport tout content. On était tout content, je me souviens, j'étais tout fier. Il y avait une du journal qui s'appelait Libération qui avait écrit « Riches idées contre la pauvreté ». Et là, le gouvernement auquel on remet le rapport dit « Merci beaucoup, mais on n'en a rien à foutre ». Donc c'était... C'était en 2005, je ne sais plus qui c'était. Et on s'en fiche complètement. Voilà. En fait, on était très content que vous fassiez un rapport, mais on n'a pas du tout envie de mettre en œuvre tout ça. Ça peut coûter de l'argent, etc., etc. Et avec la commission avec laquelle on avait travaillé, on avait dit, est-ce que notre but était de faire un rapport? Non. Le rapport était un moyen de faire avancer les choses. Du coup, est-ce qu'on se quitte bons amis et on passe à autre chose? Non. On reste bons amis et on essaye de... On avance quand même. C'est ça où les Kouchner, les Abbé Pierre, etc., ils vous apprennent à faire ce genre de trucs avec leurs défauts et leurs qualités. Mais il faut toujours chez les gens, c'est un conseil que je vous donne, prenez plutôt les qualités que les défauts. Et donc, on crée une petite association, toute petite, mais pour faire croire qu'elle était grande, on l'appelle l'agence. Au début, je voulais l'appeler la nouvelle agence des solidarités actives, ça aurait fait NASA. Et puis, je sais plus pourquoi, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu. Bon, donc on l'a appelée Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Et on se dit, on va créer ces trucs-là. Et comme on avait proposé une loi et que personne ne voulait prendre cette loi, on a dit tant pis, on va faire des choses illégales. Mais on va faire des choses illégales pour le bien, et puis de manière ouverte. Donc on est allé voir des élus de conseils généraux, on leur a dit, qui veut avec nous faire des choses illégales? Des actions locales avec... Donc certains ont dit non, et certains ont dit oui. Donc on a commencé à faire des choses illégales. Je vais vous parler de choses illégales quand même étonnantes, par exemple, pour montrer ce que c'est que l'illégalité. Une chose illégale pour laquelle j'ai failli aller en prison, c'était... des gens, à l'époque ça s'appelait le RMI, qui étaient au RMI, et auxquels on disait aucune entreprise veut les embaucher. Est-ce qu'on trouve des entreprises qui sont d'accord pour leur ouvrir leurs portes pendant 3 jours? Et puis ils passent 3 jours dans l'entreprise, et puis ça les aidera peut-être à ce que d'une part les entreprises se disent mais finalement ils ne sont pas aussi inemployables qu'on nous le dit. Et puis que les allocataires du RMI se disent mais finalement c'est pas aussi loin de nous que ça en a l'air. Et bien faire cela était à l'époque passible de prison. Parce que ça s'appelait prêt illégal de main-d'œuvre. Grosso modo, dans l'échelle des peines, ça vient juste après l'esclavagisme avéré. Voilà. Et donc j'ai eu des gens qui faisaient leur boulot de fonctionnaire et qui m'ont expliqué, écoutez monsieur, si vous faites ça, nous ferons un procès verbal et vous irez en prison. J'ai dit faites-le et il n'y a aucun problème, et il y a des gens qui nous ont suivis. Donc on l'a fait illégalement en disant on va mettre la loi en conformité. Moi, Emmaüs, c'était notre grand truc. Quand les lois ne sont pas en conformité avec ce qu'il faut faire, mais on ne se met pas en conformité avec la loi, on ne reste pas dans l'illégalité pendant 300 ans, on ne fait pas des trucs malhonnêtes. On dit juste que la loi, ça évolue, ça respire. La loi, c'est la loi d'un pays. Un pays, c'est un organisme vivant. Donc un organisme vivant, ça doit respirer. Donc votre corps doit bouger. Et la loi qui corsette un pays doit pouvoir bouger. Voilà. Et donc, on doit pouvoir l'anticiper. Alors, votre génie, c'est de faire rouler des géniales. C'est pas du génie, je suis pas un saint laïque. Quand même, vous avez un monopole génial. Si vous faites rouler les dés, vous passez de la case prison, vous allez y aller, hop, rue Saint-Honoré. C'est l'Élysée, enfin pas l'Élysée, mais en 1 an. Et là, non mais sérieusement, tout d'un coup vous vous retrouvez
à la tête d'une mission publique forte, avec ce que générait l'arrivée d'un nouveau président comme espoir et la possibilité, et pendant les années où vous serez donc ce haut commissaire, je crois que la fonction jeunesse viendra un peu plus tard, en 2009. Là, vous allez quand même réaliser un vrai rêve, qui est la mise en place du RSA et des choses importantes, hein. Même si peut-être quelques-uns de vos amis vous ont dit, vous nous avez trahis, mais enfin bon, tout ça est oublié. Maintenant, si j'ose dire, qu'est-ce qui va se passer pendant ces années-là et comment vous trouvez qu'on peut vraiment faire des choses qui sont plus des agences nouvelles ou des associations, mais vraiment de l'action publique et créer des nouveaux modes. Alors d'abord, j'ai fait des choses qui n'ont pas complètement réussi. Ça vous a pas échappé. C'était assez curieux d'ailleurs. L'un a peut-être contrebalancé l'autre. Donc on a créé deux choses. Le revenu de solidarité active pour aider les gens à ne pas perdre d'argent quand ils reprennent du travail et à pouvoir combiner le revenu de petits salaires pour des gens qui ne peuvent pas, sont pas suffisamment qualifiés, n'ont pas des boulots à plein temps bien payés, avec des prestations sociales pour que, au lieu d'être condamnés à vivre uniquement de la solidarité, ils puissent combiner leurs revenus du travail avec les revenus de la solidarité. Et qui n'était pas une idée venue au hasard, qui venait de l'expérience d'Emmaüs en disant des gens qu'on n'aurait jamais embauchés parce qu'ils ne vont jamais être suffisamment rentables par rapport au coût du SMIC chargé, etc. On va faire avec eux un contrat un peu différent où il y a un revenu, mais aussi une vie communautaire, etc., etc. Donc ça, c'est pas ce modèle-là qu'on pouvait étendre, mais c'est essayer de travailler là-dessus. Donc le revenu de solidarité active, il a été conçu pour cette idée-là, c'est-à-dire rendre le travail rémunérateur pour des gens qui sont considérés comme pas suffisamment rentables pour la société. Et ça, c'est votre invention, c'était pas du tout dans le programme du candidat. Si, c'était mon invention 2 ans avant, et ça a été dans le programme du candidat Sarkozy, de la candidate Ségolène Royal, etc. Tout le monde a dit. Donc on a réfléchi à cela, et il se trouve que cette idée remplissait un besoin, puisqu'effectivement le RMI avait ceci d'absurde qu'on pouvait perdre de l'argent en reprenant du travail, ce qui est juste de la folie vis-à-vis de personnes. Quand, vous savez, quand on a les plus hauts revenus, on se bat pour préserver la plus haute part qui reste dans sa poche, et dire pour les gens qui ont les revenus les plus faibles, il peut y avoir 100% de son revenu qui disparaît quand on reprend du travail, est totalement absurde. Donc c'est parce que on avait conçu ce projet, qu'on avait essayé de le porter dans des conseils généraux, comme je le disais tout à l'heure, qu'on avait, j'allais dire, construit un corpus, qu'on était un certain nombre d'acteurs qui étaient liés à cette idée parmi les syndicats, les associations, que je me suis dit, puisqu'on me demande d'aller le porter, l'histoire avec Sarkozy, je l'ai déjà raconté, c'est assez simple. Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai pas envie de rentrer au gouvernement, j'ai pas voté pour vous, donc je vais le faire dehors. J'ai pas besoin de rentrer au gouvernement. C'était pour lui 5 ans après. Non, et il m'a, mais ça, il m'avait dit, je te demande pas de, bref. Et il m'avait dit non mais dehors ça m'intéresse pas et je vous dirai pas le faire, moi je le ferai de toute façon, et quand je le ferai mal et que vous direz c'est mal, je dirai il avait qu'à s'y coller, je lui ai proposé, il a pas voulu, et voilà, et donc vous serez inaudible dans votre manière de défendre un objet. Et c'est cet argument qui a fait qu'avec un certain nombre des personnes avec lesquelles on avait bâti le RSA, on s'est dit y aller ou pas y aller. Et les mêmes personnes se sont retrouvées à bâtir ce projet en disant on va essayer de le faire. Alors ensuite il y a les difficultés politiques, bien évidemment. L'objectif était quand même de toucher un nombre important de personnes. Voilà. Et c'est là où je faisais le lien avec le service civique. Ouais. Pour le RSA, on l'a conçu d'une telle manière, dont je vous épargne les détails, qui fait que finalement, on n'a pas atteint complètement la cible qu'on voulait atteindre. Une expérimentation par département. D'abord une expérimentation par département, ensuite une loi qui l'a généralisée, ensuite des conditions qui faisaient que le nombre de travailleurs pauvres qu'on essayait d'atteindre, une minorité ont été concernés par la loi et une majorité ne le sont toujours pas, d'où le fait qu'entre aujourd'hui et demain, le gouvernement est en train de le réformer. Enfin, quelques années après, 5-7 ans après. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à faire le service civique qui, lui, avait péché par l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui voulaient le faire que de gens qui avaient le droit de le faire. Alors, en fait, vous créez, pendant que vous êtes au commissaire, vous créez l'agence du service civique, c'est ça? Alors, et puis elle est régionale, et là, vous
Pourquoi vous partez d'ailleurs? En fait, je me souviens plus. Vous êtes parti parce que vous aviez fait ce que vous aviez à faire dans cette aventure. Vous quittez la politique ou vous partez fâché? Je sais plus. J'ai oublié, mais non, pas fâché. Bah... Non, je suis parti parce que d'abord, en venant, j'avais dit que je partirais. Ouais. Voilà. Je vous le conseille, c'est une bonne raison. Quand vous avez des invités, s'ils vous disent qu'ils partiront à un moment donné, autant qu'ils partent, quoi. Ouais. Sinon, ça s'appelle s'incruster. Voilà. En amour, j'espère que vous êtes. Je voulais pas m'incruster. Voilà. Donc j'avais dit que je ne m'incrusterais pas. Mais, donc, mais je le dis parce qu'on peut pas à la fois dire qu'on vient pour faire un truc et puis finalement dire qu'on est venu, puis qu'on reste et que etc. Donc l'idée de garder son indépendance passe aussi par être là et ne plus être exactement au même endroit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tout ça se faisait dans un équilibre instable, comme vous pouvez l'imaginer. J'étais chargé de la pauvreté à un moment où la lutte contre la pauvreté était pas forcément l'élément dominant, etc. Et puis, bon, bref. Donc, je me suis dit, on peut faire avancer un certain nombre de choses. Puis, petit à petit, vous avez dû remarquer, c'est une période où le discours ou les attitudes ont changé, et j'ai vu que j'ai pas une tête de caution, quoi. On me demandait de rester pour rester caution, et moi je voulais continuer à faire grandir un certain nombre de projets. Donc voilà, j'ai dit qu'il était temps que je passe à autre chose. Entre-temps, on avait pu faire d'autres choses sur les questions de jeunesse, dont faire la loi sur le service civique qui s'est faite il y a donc 5 ans moins une semaine, puisque c'est la loi du 10 mars 2010. Juste avant les régionales. Juste avant que vous ne quittiez. En fait, juste avant, voilà, exactement. La loi du 10 mars 2010. Et alors, là aussi, c'était la même chose, quoi. Quand moi, j'ai l'impression de faire uniquement toujours la même chose, en fait. Le lien avec le service civique, il est venu du fait que quand je m'occupais d'Emmaüs, à la fois, je voyais des jeunes auxquels je parlais de ce qu'on faisait à Emmaüs et qui avaient envie de s'engager. Et à l'époque, il n'y avait pas de cadre pour pouvoir s'engager. Et donc, il y avait un risque à aller passer 6 mois. C'était des jeunes qui me disaient, est-ce qu'on peut aller passer 6 mois à plein temps dans cette association? Et je leur disais, mais il y a un fort risque que à la fin, pendant les 6 mois déjà, vous n'aurez pas d'assurance, vous n'aurez pas de revenus, vous n'aurez pas de statut, etc. Puis à la fin, ça va être reconnu par personne, et vous allez vous retrouver dans une situation peut-être pire, alors qu'à votre âge, et dépêchez-vous d'essayer de trouver un boulot, un truc, un machin qui vous donne votre place dans une société qui ne fait pas beaucoup de place aux jeunes. Donc ça m'avait beaucoup marqué de me dire comment est-ce qu'on peut être conduit à décourager des jeunes de s'engager. Et puis d'autre part, face au climat d'une jeunesse en manque de repères et blablabla, etc., qui sont des éléments intéressants, on avait, dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, en 2005, déjà suggéré de pousser une idée qui avait été poussée par certains acteurs de la société civile, d'aller construire un vrai service civil ou civique, etc. Donc je me suis retrouvé à avoir le droit de le faire. En 2005, il y avait eu ces événements, il y avait des émeutes de banlieue. Il y avait eu un service civil qui avait été créé avec une ambition assez grande de permettre à près de 50 000 jeunes de s'engager, avec finalement assez peu de résultats quand même. Alors la petite histoire est rigolote parce que c'est toujours la même chose. C'est pas en 95, c'est 10 ans avant. 10 ans avant qu'il y a une association qui s'est créée pour essayer d'importer en France un concept américain d'AmeriCorps et de Peace Corps, qui est une sorte de service civil. Donc il y a quelques jeunes françaises qui ont l'idée d'essayer d'importer cela, et qui ont eu la même démarche que celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de le faire dans des conditions qui n'étaient pas reconnues, pas complètement légales, etc., etc. Et qui ont ramé pendant 10 ans à essayer de convaincre que c'était une belle idée. Et au moment où il y a eu les émeutes de banlieue, parce que quelquefois la peur est mauvaise conseillère, mais parfois elle est le début de la sagesse aussi. La peur des banlieues qui s'embrasent, etc., a fait que le gouvernement de l'époque, qui était le même que celui auquel je faisais référence tout à l'heure, s'est dit on va créer un service civil. Là, l'État va mettre l'argent, les moyens, ses équipes, etc., etc., et on va passer de ce petit artisanat vulgaire à une industrialisation forte. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à une loi, à des discours martiaux, juste après les émeutes de banlieue de fin 2005.
Et les émeutes ayant été calmées, les feux ayant été éteints, on s'est dit mais quelle mauvaise idée d'aller dépenser de l'argent pour un truc, pour éteindre un feu qui n'existe pas. C'est comme si dès que l'incendie est fait, on dit aux pompiers de rentrer chez eux, on revend leur camion rouge, etc. Et puis on attend le prochain incendie pour racheter des camions rouges, reformer des pompiers, etc., etc. Voilà. Donc on a foutu en l'air tout cela en le laissant juste vivoter. Et puis petit à petit, il y a eu aussi d'autres gens qui se sont dit mais plutôt que de le vivoter, il faudrait le faire regrandir. Et là aussi, les candidats à l'élection se sont dit mais quand on sera élu, on le fera, tous les candidats. Et donc je me suis retrouvé à avoir l'opportunité de le faire. Alors, vous faites référence à 2005, de ces émeutes de banlieue, en effet, où tout le monde a le sentiment que c'est l'insurrection générale. Est-ce que c'est pas la preuve quand même que le politique est, surtout pour quelqu'un comme vous, plein de fougue et de candeur, et décevant, parce que en 2015, je vous ai lu il y a quelques jours. Je suis si candide que ça, en fait. Ah, je sais pas, vous allez le dire, mais 10 ans après, vous recommencez. La France pense qu'elle est en danger en janvier 2015, et vous redites le service civil. C'est pas vous qui, enfin, vous dites là, 10 ans après d'autres, vous dites le service civique va peut-être permettre de lutter contre le djihadisme. Alors ça c'est le titre du Monde, mais ce n'est pas ça votre papier tout à fait. Hein. Non, mais pourquoi pas quoi. Ouais. Alors on va le faire avec un raccourci. Je vais pas prendre trop de temps, mais avec un raccourci quand même un peu moins brutal. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc on est début 2015. Cette idée du service civique, elle a fait son chemin et elle a fait ses preuves. Voilà. Et donc les intuitions de celles et ceux qui pensaient que ça pouvait servir à quelque chose ont pour une fois été conformes à ce qui s'est passé. Vous allez être 3 ans président de l'agence, vous allez porter ça. Voilà, donc François Chérec va vous voilà, donc on met en place un système qui, pour celles et ceux qui ne savent pas complètement précisément ce que c'est, il s'agit de proposer à des jeunes un contrat d'une durée de 6 mois à 1 an, un contrat d'engagement civique, pendant lequel ils touchent une indemnité, pendant lequel ils ont un statut sui generis, ils sont ni salariés ni bénévoles, ils sont en contrat avec une association, une collectivité locale pour remplir une mission. Alors, la mission, ça peut être par exemple à Paris. Paris a recruté des jeunes en service civique pour apporter des livres à des personnes âgées qui peuvent plus descendre dans les bibliothèques, et que l'apport du livre soit le prétexte à comment je peux vous aider, comment je peux faire de la transmission intergénérationnelle, etc., etc. Par exemple, les hôpitaux, nous confions des missions à des jeunes en service civique pour faire en sorte que quand on attend dans les services d'urgence, on soit pas, voilà, on est un peu âgé, on est tombé sur la voie publique, on a été conduit par les pompiers au service d'urgence, on doit prévenir sa fille ou sa petite fille, mais on n'a pas de téléphone ou un vieux téléphone portable qui a plus de piles, etc., etc. C'est pas le médecin urgentiste qui va avoir le temps d'aller vous recharger votre téléphone, etc. C'est pas l'infirmière non plus qui est obligée de papillonner entre les 50 personnes qui sont en train d'attendre. Donc on a des petits volontaires avec des gilets bleus, sympathiques comme tout, qui vous disent mais vous appelez Monsieur Poivre d'Arvor, mais il faut qu'on appelle. Ben oui, mais votre téléphone ne marche pas, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous en prêter un. Mais c'est dans votre poche gauche. Ah oui, on vous a enlevé votre veste, donc vous pouvez plus avoir votre carnet. Vous avez oublié votre téléphone parce que votre numéro, parce que etc. Et donc il va vous faire tout ça. Puis en plus, il va vous donner un verre d'eau. Puis en plus, il va vous expliquer que si le monsieur il court tout le temps, c'est parce que dans la salle d'à côté il y a quelqu'un qui est vraiment en super urgence. C'est pas du tout parce qu'on vous a oublié, mais etc., etc. Et qu'après tout, s'il s'occupe pas de vous tout de suite, c'est peut-être parce que c'est pas si grave que ça. Donc bon. Bref, toute une série de choses qui, voilà. Ça veut pas dire qu'on veut que l'attente soit éternelle, ouais, mais de faire en sorte que l'attente incompressible soit la moins anxiogène possible. Donc voilà, ça vous décrit, je m'étends un tout petit peu sur ces missions, parce que vous voyez que c'est des missions qui ne sont pas celles d'une infirmière, qui ne sont pas celles d'un médecin, qui ne sont pas celles d'un brancardier, qui sont des missions où on peut donner un peu de temps, un peu de, voilà, un peu de soi-même à des gens qui en ont bien besoin. Et il se trouve que les jeunes se sont précipités sur tous ces types de missions.
Et donc, ça coûte de l'argent, comme vous avez vu, puisqu'il y a une indemnité, c'est une indemnité versée par l'État. Donc, ça coûte un peu d'argent. Et donc, on avait défini un certain nombre de missions, et le nombre de jeunes qui voulaient faire leur service civique est 3 à 4 fois supérieur au nombre de missions dont on dispose. C'est-à-dire les chiffres au départ, votre ambition, c'était... L'ambition des 2 derniers présidents de la République, Nicolas Sarkozy, quand on a créé le service civique en 2010, a dit en 2015, ça concernera 75 000 jeunes. François Hollande, quand il a été élu en 2012, a dit à la fin de mon quinquennat, ça concernera 100 000 jeunes. Et on a dû à chaque fois se battre comme des chiffonniers d'Emmaüs pour faire en sorte qu'on atteigne aujourd'hui à peu près 40 000 jeunes. Mais là, vous avez vu que par l'effet Charlie, si je puis dire, on va passer à la vitesse nettement supérieure et essayer de satisfaire la demande avec ce débat totalement paradoxal. Il faudrait le rendre obligatoire alors qu'il y a plus de jeunes qui veulent le faire que de place pour eux, donc on voudrait rendre obligatoire. Voilà. Le hic, c'est quoi? C'est le financement? Oui, c'est les sous. Voilà. Ça coûte. Voilà. Qui est demandeur d'ailleurs les associations, beaucoup. Les hôpitaux, nous, on pourrait recruter beaucoup de jeunes et on va recruter beaucoup de jeunes pour ces missions. Et vous voyez, si je prends juste un peu de distance ou de hauteur par rapport au projet qu'il y a derrière, je pense que dans les besoins qu'on a à satisfaire vis-à-vis de populations qui peuvent être de populations malades, comme j'en parlais à l'hôpital, de populations âgées, de populations isolées, etc., elles ont besoin qu'on leur consacre du temps gratuit, qui ne peut pas être du temps à chaque fois d'un ingénieur informaticien, d'un infirmière diplômé d'État des blocs opératoires, d'un médecin ceci, d'un médecin cela, qui eux ont besoin de pouvoir donner leurs compétences à un peu de temps et de ne pas être complètement stressés par le manque de temps, qui est notre stress. Pas forcément à nous, mais si vous prenez une infirmière qui travaille chez nous, une aide-soignante, elle va vous expliquer que son cauchemar, c'est quand elle travaille dans un secteur de personnes âgées, elle est en train de tenir la main d'une vieille dame qui va probablement mourir, et elle se dit, je suis obligée de lui lâcher la main parce qu'il faut que j'aille m'occuper de la toilette du monsieur d'à côté. Et c'est ce genre, juste, je ne peux pas dire, je vais mettre une infirmière et une aide-soignante par chambre, ça n'est pas possible. On le fait juste dans les services de réanimation hyper spécialisés où il y a 5 personnes pour un malade. Mais dans des services de personnes âgées, on ne peut pas mettre 3 personnels par malade. Donc forcément, il y a un moment où elle sera obligée de lâcher la main. Est-ce que du coup, on laisse la main lâchée? Ou est-ce qu'on peut, nous, contribuer à ce que la main soit jamais lâchée? Et donc je fais partie de celles et ceux qui pensent que les services publics ont besoin aussi de bénévoles et de volontaires. Non pas pour remplacer les salariés, mais pour aller remplir ce besoin qu'on ne sait plus remplir ou qu'on ne sait plus en fait depuis longtemps remplir. Et pendant ces dernières décennies, on a cru qu'on n'avait pas besoin de le remplir. Et aujourd'hui, on se rend compte à nouveau qu'on doit le remplir. Et donc le remplir, c'est de faire participer à cette mission à côté des professionnels, des gens qui peuvent le faire dans des conditions qui soient des conditions un peu différentes de celles des professionnels. Et donc c'est tout le débat que nous pouvons tous remplir une partie de ce rôle. Nous pouvons tous, alors quand on est jeune entre 18 et 25 ans, on peut y consacrer 6 mois à plein temps. Quand on est plus vieux, on peut y consacrer quelques heures par semaine. Quand on est encore plus vieux, voilà. On peut plus âgé, on peut absolument. Il n'y a aucune limite à la possibilité que nous avons tous, quel que soit notre état civil, à pouvoir contribuer ou participer un peu de ça. Quand on contribue un peu à cela, non seulement on contribue à tenir la main pour prendre mon truc, mon image, mais ça peut être autre chose, à accompagner, à donner des conseils, à rassurer, etc. Mais en plus, du coup, on devient partie prenante d'un projet. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi être partie prenante de la manière dont on conçoit l'amélioration des conditions de vie dans un hôpital, dans une maison de retraite, dans un centre de SDF, etc. Donc, on devient acteur de ce projet-là. Et donc, on remplit un rôle qui n'est pas un rôle artificiel, qui n'est pas le rôle de je viens donner des conseils 1 heure par semaine, le jeudi soir, pour vous expliquer comment il faut faire. On vient remplir le rôle qu'on peut tenir
en ayant été partie prenante, en ayant vu quels sont les besoins des patients, des personnes âgées, des enfants, etc., en disant ben voilà comment est-ce que nous-mêmes, nous avons notre légitimité pour participer à l'amélioration de la prise en charge, de la prise en compte de l'ensemble des populations, des publics, des personnes dont on doit s'occuper. Et donc je fais partie de celles et ceux qui sont persuadés que derrière des choses qu'on appelle des dispositifs, le dispositif du service civique, etc., il y a un projet d'implication beaucoup plus forte, d'une citoyenneté complète qui concerne l'ensemble de la population, d'une citoyenneté accomplie qui passe par, effectivement, être partie prenante, notamment des services publics, puisque les services publics sont notre propriété commune, mais d'un certain nombre, voilà, donc de deux manières. D'une manière de participation des services publics, et d'autre part d'enrichir la sphère de l'intérêt général, dont le service public n'a pas le monopole, par des initiatives qui peuvent être des initiatives qui viennent des associations, des groupes de personnes formelles ou informelles, pour apporter des réponses d'un autre type, comme celle que j'ai découverte et que j'ai connue, qui avait été créée dans les années 50 chez Emmaüs et qui se crée régulièrement, mais auquel on doit pouvoir donner une force, un élan, une reconnaissance, une puissance, une capacité d'impact bien plus supérieure, bien supérieure, si on permet à toutes ces initiatives qui sont nées de l'engagement de vous, de moi, de beaucoup de gens, de pouvoir trouver leur place et non pas être marginalisés dans une société qui ne les prend pas au sérieux. Vous nous surprenez comme toujours parce que vous arrivez en permanence à réinventer dans un univers qui est quand même souvent désespérant, clos, celui de l'administration, celui de la fonction publique, celui de la politique. Il y a un témoignage, voilà, une l'impression que tout est fermé, que tout se répète, que les discours de gauche, de droite sont souvent les mêmes. Vous arrivez à réinventer des outils, des passions. Vous imaginez, parce que vous êtes encore jeune, donc vous allez nous réserver quelques surprises, vous imaginez d'autres espaces pour vous, pour d'autres, qu'il faudrait investir pour que la société aille plutôt vers le mieux que vers le pire? Il y a une foultitude d'espaces à investir ou à réinvestir, mais comme vous avez vu, je laboure toujours les mêmes, donc je vais continuer mon histoire. Sur votre fiche, il y a marqué « et maintenant et demain ». Ben maintenant, quoi, je crois qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout des choses. Donc, vous avez vu d'où vient le service civique d'il y a 20 ans, puis d'il y a 10 ans, etc., etc. Et alors, quand on voit les jeunes qui font leur service civique, donc j'ai expliqué qu'ils se ruaient vers le service civique, ce qui est vrai. Alors non seulement ils se ruent vers le service civique, mais ça se passe bien. C'est-à-dire que d'abord, ils en sont contents, les jeunes, quand ils font leur service civique. Puis les organismes qui les accueillent en sont contents aussi. Puis il se passe quelque chose, quoi. Alors pourquoi ils sont contents? C'est assez simple, parce que, en général, faire quelque chose d'utile, ça rend content. Ça satisfait, quoi. C'est un moteur assez sain, hein. Ça revient à la toute première question. Vous voyez, je boucle. Première question, finalement, qu'est-ce qui rend assez heureux? C'est utile, quoi. Là aussi, je vais faire de la psychologie à petite semaine. Mais, grosso modo, on a besoin que des gens aient besoin de vous. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un compte sur moi, etc. Si personne ne m'attend, personne ne compte sur moi, personne n'a besoin de moi, personne, etc., c'est assez désespérant. Donc, les missions de service civique, comme parfois nos boulots, etc., c'est une manière que y a des gens qui ont besoin, des jeunes qui font leur service civique. Donc ça remplit de satisfaction celles et ceux qui trouvent leur utilité, d'autant plus dans un univers et dans une société qui est quand même parmi ces paradoxes, et voilà, donc et maintenant il faut casser ces paradoxes-là, qui est une société qui est capable, alors qu'il y a des besoins immenses, on vient de le voir, d'aller considérer qu'il y a des millions de personnes dont la société n'a pas besoin. Voilà, trop pauvres, trop vieux, trop mal formés, trop chômeurs, trop ceci, trop cela, etc. Donc je trouve que l'une des obsessions, c'est de se regarder comment et c'est ça la vraie lutte contre l'exclusion finalement. Parce que l'exclusion par inutilité est l'exclusion la plus violente. Alors une fois qu'on est utile, il faut aussi avoir de quoi croûter. Je ne suis pas quelqu'un qui se désintéresse des questions, j'allais dire bassement matérielles, qui vont avec l'utilité. Mais donc toutes les questions, c'est pour ça qu'on donne des indemnités à des jeunes en service civique et pas simplement en leur disant vous êtes merveilleux de vous engager et vous le ferez pour 0 copec. Donc ces jeunes trouvent un intérêt dans le service civique. Donc une fois qu'on a vu et qu'on a permis à des jeunes de faire leur service civique,
on se dit, est-ce qu'ensuite, ils vont tomber dans une déception terrible parce qu'ils auront acquis un peu de confiance pendant leur service civique, ils auront acquis du savoir-faire. Je peux vous dire que les jeunes qu'on a envoyés en Haïti juste après le tremblement de terre, dans les écoles, dans les bibliothèques, etc., dans les conditions d'un pays naufragé à l'époque du choléra, etc., ils ont acquis des choses absolument extraordinaires. Et ce jeune, dont je me souviens particulièrement, qui est atteint du choléra pendant, vous vous rappelez, il y a eu en plus, après le tremblement de terre, etc., le choléra importé par les organismes humanitaires qui sont venus les aider. Donc, on l'a rapatrié sanitairement en urgence en Guadeloupe. Ah, on l'a réhydraté, on l'a soigné. Qu'est-ce qu'il a dit 24 heures après? Je repars. Ouais, quand est-ce que je repars? Ah, et il est reparti 72 heures après. On va faire un truc. Ah. Ça, c'est juste des choses absolument extraordinaires. Ah. Donc on s'est dit, s'il y a tant de jeunes qui font des choses extraordinaires, comment éviter pour qu'ensuite ils soient à nouveau oubliés par la société et pas reconnus à leur juste valeur? Et donc c'est là où, à quelques-uns, avec Claire de Mazancourt ici présent, on a créé un petit truc, mais là aussi, dont personne ne voulait. En disant, oh là là, il nous emmerde déjà avec le service civique, il ne va pas rajouter, c'est déjà un gros gâteau, il ne va pas vouloir une cerise en plus. Et donc on a créé une association, en allant demander à des gens de nous aider, qu'on a conçue comme l'école de l'engagement. C'est-à-dire de se dire, des gens qui se sont engagés pendant 6 mois ou 1 an, finalement, ça a peut-être autant de valeur que des gens qui ont fait une valeur comparable. On fait l'ENA. Pas l'ENA, qui ont fait prep machin, qui ont fait une classe préparatoire, etc. Là, ils ont fait une préparation par l'engagement, plutôt qu'une préparation par les lettres, une préparation par les maths. Voilà. Donc je ne mets pas l'engagement au-dessus des maths ou des lettres, mais je ne mets pas en dessous non plus. Alors disant, est-ce qu'on peut donner une valeur à cet engagement? Et donc on a créé une école, comme il y a une école après une classe prépa. La classe préparatoire, c'est le service civique avec l'engagement, et l'école, c'est l'Institut du service civique. Et donc on est allé convaincre une centaine de grandes écoles qui vont de celle d'en face, qui est l'Institut d'études politiques de Paris, qui s'est décidé il y a 15 jours de nous rejoindre, jusqu'à d'autres instituts d'études politiques, des écoles du travail social, des écoles de commerce, des universités, etc., en disant... Est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître qu'un jeune qui a fait un bon service civique, qui est donc lauréat de l'Institut du service civique, vous allez l'admettre? Alors ils ont dit pas l'admettre, mais lui donner l'admissibilité. Parce qu'on va le dispenser de toutes les épreuves dont on sait par avance qu'il n'arrivera pas à les surmonter. Parce que si on lui fait une épreuve de culture générale, moi je vois des jeunes en service civique qui sont juste géniaux, quand on leur dit l'appel du 18 juin... Ou la princesse de Clèves. Voilà, mais j'ai pas essayé la princesse de Clèves parce que ça avait déjà été fait par quelqu'un, mais j'ai fait l'appel du 18 juin. Alors il y a ceux qui pensent que l'appel du 18 juin c'est une pelle, il y a celles et ceux qui disent que bien évidemment c'est Jacques Chirac, bref, ou que c'est un joueur de foot, etc., etc. Et souvent il y a des épreuves de culture générale là-dessus, donc ils ont 0 chance. Et c'est juste dommage parce qu'ils ont la capacité de faire. Donc on a créé cette école, et maintenant je voudrais continuer à la faire grandir. On est à 400 élèves. On va atteindre 1000 élèves, donc de jeunes qui, du coup, souvent ont une variété d'origine, de diplômes, qui commencent à bac moins, ont beaucoup de choses, et qui ont une variété de centres d'intérêt. Là, on est en train de faire la candidature pour les prochains, donc ça va de jeunes qui ont envie d'être bergers et qui voudraient qu'on les aide à pouvoir avoir une formation de berger, à des jeunes qui veulent un master de relations internationales, qu'ils ont bien spoté dans tel institut d'études politiques et qui voudraient qu'on les aide à pouvoir atteindre ça. Et notre ambition est de pouvoir aider les uns comme les autres. Il y a une jeune lauréate, là, Blandine Babina, par exemple, ici, qui a fait son service civique, était lauréate de l'Institut du service civique, etc., avec un parcours, voilà, etc., etc. Voilà. Et donc, derrière cela, il y a... Vous voyez, il y a à chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, peut-être qui vous intéresse aussi, même si je parle beaucoup, c'est est-ce qu'on peut concilier une initiative cernée, voilà, une école, c'est pas 400 000 élèves, c'est quelques centaines, mais est-ce qu'à partir de ça, on peut avoir un mécanisme qui fait bouger les habitudes?
Je m'explique. En allant suivre quelques centaines de lauréats de l'Institut du service civique, on a convaincu, je vous le disais, une centaine d'établissements. Donc une centaine d'établissements, c'est quelques dizaines de milliers d'élèves ou quelques centaines de milliers d'élèves, qu'ils pouvaient ouvrir des voies pour d'autres profils que leurs profils habituels. Donc on est passé d'avoir convaincu un institut de travail social de considérer qu'un jeune qui ne connaît pas la culture générale, mais qui est hyper bon pour s'occuper d'un groupe de SDF, doit être capable de devenir travailleur social, à changer le règlement de l'ensemble des instituts du travail social pour que les 116 instituts de travail social qu'il y a dans ce pays aient tous la faculté d'accueillir des jeunes en service civique par voie dérogatoire au règlement qui a été établi il y a 50 ans et qu'il faut faire évoluer au moins tous les demi-siècles. Donc vous voyez, et derrière, il y a l'idée que notre société doit être capable de reconnaître d'autres valeurs que les valeurs habituelles. Il y a des valeurs traditionnelles à reconnaître, très bien, mais il y a d'autres valeurs moins traditionnelles qu'il faut aussi reconnaître. Et le mot reconnaissance est un mot absolument fondamental. Quand vous voyez des gens dans différents univers, celles et ceux qui travaillent au lit du malade, celles et ceux qui travaillent chez les SDF, celles et ceux, etc. Mais d'ailleurs les grands patrons aussi. Quand on leur demande de quoi vous avez le plus besoin, ils vous expliquent de reconnaissance. Et on est d'une société qui ne sait pas apporter la reconnaissance, ou qui l'apporte trop à certains et pas assez à d'autres. Et donc travailler sur comment est-ce qu'on reconfigure l'idée de reconnaissance. Là, je vous parle de reconnaissance, par exemple, de talent, de capacité, dont je peux vous assurer qu'elles ne sont jamais reconnues. Un jeune qui a passé 1 an à s'occuper de SDF au lieu d'aller faire ses études, des employeurs, des écoles, des parents, des grands-parents, des voisins vont dire « Pourquoi tu as gâché 1 an ?» Et nous disons exactement l'inverse, et avec nous, 100 grandes écoles, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'universités, etc., disent « Mais merveilleux, tu as passé 1 an que d'autres n'ont pas fait. Est-ce que tu veux bien venir chez nous ?» Donc c'est exactement l'inverse. Et j'ai l'impression de vous raconter une petite fable, mais c'est juste l'histoire la plus sérieuse du monde. C'est juste l'histoire la plus sérieuse du monde. Pourquoi est-ce que d'autres pays réussissent et pourquoi est-ce qu'en France, on considère quand même que quand on n'a pas été dans la bonne crèche, puis dans la bonne maternelle, bon, vous serez des, comment on dit en allemand, Untermensch, pour assez longtemps. Des sous-hommes. Voilà. Et nous rattrapons des gens qui n'ont pas été dans la bonne crèche, pas dans la bonne maternelle, pas dans la bonne école, pas dans le bon collège, pas dans la bonne case, jamais dans la bonne case. Sauf à un moment, ils se sont retrouvés dans quelque chose qui n'est pas dans une case, mais dans un projet dans lequel ils ont pu, par une conciliation de 2 choses qui doivent se conjuguer toujours, à la fois la bienveillance et l'exigence, dans un projet dans lequel ils ont eu envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, et nous, on a envie ensuite que ce meilleur d'eux-mêmes soit reconnu. Vous voyez, c'est exactement le même truc que mon truc du début, quand je disais que la société, etc., est capable parfois... C'est ce qui s'appelle le populisme, par exemple. Parfois, d'aller cultiver ce qu'il y a de pire dans le cerveau des individus. Et parfois, on doit aider à essayer d'aller cultiver ce qu'il y a de meilleur. Et là, est-ce que un jour, vous allez dire, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai créé des écoles, des hôpitaux, des agences, et est-ce que vous allez vous reposer et tout simplement, est-ce que vous allez vous souvenir de qui a écrit « Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux » Est-ce que vous allez fermer les yeux? Parce que c'est encore Milan Kundera qui a écrit ça. Voilà. Là, ce coup-ci, c'est dommage que vous ne m'ayez pas posé la question, parce que j'aurais dit Milan Kundera. Je pense pas que ça soit... J'imagine que dans cette pièce, il y a beaucoup de gens qui passent du temps, ou des soirées, ou des week-ends. J'ai pas l'impression qu'ils se disent qu'un jour ça va s'arrêter ou ça va se finir. Je me souviens par exemple à Emmaüs, dans beaucoup d'associations, elles fêtent leurs anniversaires, et à leur anniversaire, la phrase rituelle, c'est le jour où on n'aura plus besoin de nous et on pourra s'arrêter, là on aura bien fait notre boulot. Mais en fait, on a toujours besoin. Mais vous pensez qu'il y a encore des marges, il y a encore des espaces qui sont pas labourés, qui sont pas investis dans la société, que tout n'appartient pas. Mais si je peux dire ça, la Fondation ADF, ces marges, il faut les éclairer, bien évidemment. Ces marges, elles existent. Elles ne sont pas vues que celles et ceux qui n'ont pas envie de les regarder. Alors ensuite, tout seul, on ne fait rien. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut
se mettre à plusieurs, parce que je vous ai raconté un certain nombre d'obstacles qu'on rencontre sur notre route, mais je suis déjà trop bavard, mais il y en a une foultitude. Beaucoup de choses sont faites pour qu'effectivement ce type d'initiative n'arrive pas à vivre, à prospérer, à tenir, etc., etc. Donc pour qu'elle soit viable, il faut passer par surmonter beaucoup de choses, de la ténacité, etc., que personne n'a tout seul, mais qu'en revanche, je pense qu'il y a suffisamment de projets, de bonne volonté, etc., pour qu'on arrive à bousculer toutes celles et tous ceux qui trouvent de la jouissance dans le fait que ça ne marche pas. Bon, je sens que vous allez nous inventer quelque chose dans quelques années encore. Mais j'invente toujours la même chose. Comment la grippe, ça va? C'était la... Ça vous a occupé, non, j'imagine, ces dernières semaines, non? Ouais, la grippe, ça va mieux. C'est la nouvelle, hein, quand même. La grippe, ça va mieux. C'est une mauvaise année, une sale année où le vaccin ne marchait pas. Voilà. C'est pas de votre faute. Non. C'est pas moi qui fais le vaccin, non. Voilà. Le vaccin ne marchait pas. Merci beaucoup, Martin Hirsch. Merci. La première question ayant déjà été posée, on va passer à la seconde tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste dire encore une fois merci à Martin et merci à Claire qui est là ce soir. Et pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Power-Darvor, sur la naïveté et le sein laïque. Donc à l'Institut du service civique, j'ai rencontré d'autres lauréats comme moi, et c'était la première fois depuis mes premières vacances de scout, donc il y a très longtemps, que je rencontrais des gens empreints d'autant de générosité, et finalement on s'est tous retrouvés un peu dans une bulle pendant notre séminaire en Corrèze, et juste de dire ça fait du bien de retrouver des gens comme ça, avec cette naïveté justement qui donne un peu cette candeur, cette générosité, le fait de vouloir vraiment partager ce qu'on peut pouvoir donner et le vouloir avec les autres. Et du coup, voilà, merci. Et n'oubliez pas que l'Institut du service civique, du coup, n'est pas financé par l'État, et que si vous pensez parfois à vouloir aussi déduire de vos impôts, et vous pouvez financer l'Institut du service civique, parce que vos dons seront déductibles, et ça vous permettra, ce qui n'est pas négligeable quand même, et ça vous permettra de financer des tas de jeunes qui sont super volontaires, super motivés, et vraiment qui méritent qu'on leur donne une chance, que ce soit dans les études, dans leurs projets professionnels, et aussi dans des projets qui sont parfois non lucratifs. Voilà. Bon, je sens que la Fondation EDF est déjà en train de rédiger une petite image là. Non, je sais pas. Peut-être un autre témoignage, madame? Oui, bonsoir. Je suis médecin transmetteur et médecin retraité et volontaire bénévole dans les hôpitaux de Paris, dans les urgences, et j'ai eu la joie de participer au dernier projet donc de Monsieur Hirsch, à savoir donc l'accueil et la formation et l'accueil des premiers services civiques dans les services d'urgence. Ça s'est précipité, ce projet a été mis en place très très vite, et je dois dire que donc il a commencé en décembre, et aujourd'hui j'étais encore à Bichat, et j'ai donc interrogé les premiers services civiques qui étaient là depuis 2 mois. Et c'était très neutre, mes questions étaient très neutres. J'ai pu constater effectivement que ces jeunes qui avaient des projets différents, certains voulaient faire quelque chose dans le social, une autre voulait déjà peut-être s'engager vers peut-être être infirmière ou autre. Ils ont dit avoir été confrontés à une expérience exceptionnelle. Exceptionnelle parce que les urgences, c'est un mixte fantastique de tout venant. De tout venant, c'est du pauvre, c'est du riche, c'est du fort malade, c'est du malade qui sent mauvais, c'est du malade excité, c'est du malade imprégné d'alcool. Et elles ont eu un peu un choc, et elles ont dit mais cette expérience on l'aurait jamais eue.
jamais eu. Et vraiment, elles ont été très heureuses et de pouvoir le dire. Je crois que pour leur avenir, elles en tireront certainement beaucoup de bien. La deuxième chose, vous avez tout à l'heure, et j'ai été étonnée de constater, vous avez évoqué la rigueur. La rigueur, ces jeunes sont très rigoureux. Ils sont toujours à l'heure au staff. Ils sont très motivés. Et certains viennent de très loin, de banlieue. Ils sont toujours présents. Et le chef du service en a été d'ailleurs assez étonné de voir toute cette rigueur. Et c'est un exemple pour le personnel hospitalier aussi. Le personnel hospitalier a été heureux de les accueillir. Et certains ont un peu de mal, certains médecins n'ont pas encore très bien compris l'intérêt, mais d'autres sont très heureux et y ont trouvé aussi un aspect pédagogique. Voilà, c'était mon témoignage. Merci beaucoup, madame. Non, mais un saint laïc, je vous dis. Martin, un dernier petit mot parce qu'il est tard. Oui. Une petite conclusion. Ah, mais vous voyez ce qu'il y a en commun, et on l'a vu avec les deux dernières interventions. On crève d'absence d'aventure, de projet, d'envie, de projection finalement. Et donc ce qu'il y avait en commun dans tout ce qu'on essaye de faire, et ce qui montre qu'il y a beaucoup à faire, c'est effectivement de reconstruire, de créer, de favoriser, de laisser vivre des espaces, voilà, où on peut, pour les volontaires en service civique, c'est une petite aventure de savoir ce qu'ils vont découvrir au service d'urgence. Donc c'est pour ça que pour rien au monde, ils ne viendraient pas. Puis en plus, on a besoin d'eux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est de reconstituer des mélanges. Des mélanges de génération, des mélanges de diplômes, des mélanges d'origine, dans une société dans laquelle, et quand on regarde finalement nos emplois du temps, nos fréquentations, etc., on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut meubler notre emploi du temps, notre vie avec des gens qui sont tous relativement homogènes à nous. Et donc, il n'y a rien de plus excitant, effectivement, de voir un prof de médecine qui ne connaît les jeunes que par les amis de ses enfants ou de ses petits-enfants, etc., d'être confronté à avoir des jeunes qui viennent d'une banlieue qu'ils ne connaissent pas, etc., etc., et réciproquement. Donc je ne dis pas dans quoi. C'est dans les deux sens que ça, fonctionne. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Et quand on réfléchit à tous les mélangeurs, tous les shakers, tous les etc. qu'on peut réaliser, et l'effet de sécrétion d'énergie qu'il peut y avoir de ces mélangeurs est juste gigantesque. Donc c'est pour ça que je suis vraiment convaincu que libérer, canaliser, organiser, favoriser ce type d'énergie a un impact sur la société bien supérieur à celui que les gens sérieux croient. Voilà. Donc ne nous prenons pas au sérieux. Telle est la citation qui n'est pas de Milan Kundera, mais qui sera la citation de fin. Voilà. Merci à vous, Martin. Merci.